Bonsoir mes amis. Quand on pense à l'histoire, on pense souvent à une suite d'événements. Des batailles, des révolutions, des empires qui tombent. Et si l'histoire n'était pas qu'un enchaînement de faits, mais une trajectoire, un mouvement avec une loi, avec une logique intérieure? C'est ce que propose Hegel dans un texte devenu célèbre, La raison dans l'histoire. Un texte exigeant, mais intellectuellement stimulant. Les œuvres de Hegel peuvent paraître abstraites alors qu'elles sont en réalité pragmatiques. Je veux dire par là qu'elles s'appuient avant tout sur les observations du réel. Hegel part du réel, du concret, de l'histoire vécue. Il ne plaque pas une théorie extérieure. La raison dans l'histoire n'échappe pas à cette règle. Elle part de l'histoire concrète pour révéler son mouvement profond. Derrière cette œuvre se cache une intuition forte, celle que l'histoire est guidée non pas par le hasard, mais par la raison. Et que comprendre l'histoire, ce n'est pas seulement accumuler et mémoriser des faits ou des événements, mais reconnaître à travers les siècles le travail discret et parfois brutal de l'esprit humain en quête de liberté. Dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans cette œuvre de Hegel, La raison dans l'histoire, de comprendre sa démarche, son pari, sa structure, et de faire émerger peu à peu la vision du monde et de l'histoire qu'elle porte. Dans ce voyage à travers l'histoire, nous suivrons le plan suivant. Tout d'abord, je prendrai le temps de poser les fondements philosophiques sur lesquels repose l'ouvrage, pour bien le comprendre. Qu'est-ce qu'un concept? Qu'appelle-t-on l'esprit, qui est une notion centrale de l'œuvre? Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que la conscience? Vous verrez qu'on va se replonger dans des notions abordées ensemble durant l'étude de la phénoménologie de l'esprit sur cette chaîne. On va même les approfondir, les nuancer encore plus. L'objectif de cette première partie est donc de saisir ces notions philosophiques, qui vont nous servir d'outils pour mieux entrer dans la pensée de Hegel. Puis je montrerai comment Hegel positionne son œuvre, notamment par rapport à la phénoménologie de l'esprit. Ce sont deux œuvres qui s'articulent, et on va voir ensemble quel est leur lien profond. On va voir pourquoi la raison dans l'histoire constitue une continuité, ou plutôt un autre versant de la phénoménologie de l'esprit. À partir de ce positionnement, j'expliquerai ensuite les objectifs de Hegel. Pourquoi écrire la raison dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il veut faire entendre à travers ce projet? Quel est le message qu'il veut nous faire passer? On entrera alors dans le texte lui-même. D'abord, ce qu'on appelle la première ébauche, dans laquelle Hegel distingue les grandes manières d'écrire l'histoire. L'histoire originale, l'histoire réfléchie sous ses différentes formes, et enfin l'histoire philosophique. Puis on abordera la deuxième ébauche, qui reprend ces distinctions sous un angle légèrement différent. La deuxième ébauche permet à Hegel de préciser sa démarche. En quoi la philosophie peut et doit penser l'histoire, non pas comme un simple enchaînement d'événements, mais comme un processus rationnel, un mouvement qui suit une logique, qui a un sens. En ce sens, cette deuxième ébauche joue un rôle de transition vers le cœur du texte. Ensuite, on entrera dans le premier chapitre du livre, où Hegel expose le cœur de sa pensée, l'idée que l'histoire obéit à une logique. On verra comment il prépare cette idée, en partant de nos premières impressions face à l'histoire et en revenant aux origines grecques et chrétiennes de cette vision du monde. Enfin, dans la dernière partie de cette vidéo, on découvrira dans les grandes lignes les autres chapitres de la raison dans l'histoire. Comment l'esprit se réalise dans le monde réel? Comment il progresse à travers les peuples, les institutions et les époques? Je vous propose donc une vidéo structurée qui suit pas à pas
le parcours et l'œuvre de Hegel. Une vidéo vivante qui cherche surtout à rendre cet ouvrage accessible, sans trahir sa profondeur. Avant d'entrer dans le texte lui-même, il est essentiel de poser les bases. La pensée de Hegel est exigeante, mais une fois qu'on a les bons repères, elle nous paraît cohérente. Voici donc les notions fondamentales à avoir en tête pour suivre le raisonnement que Hegel va développer tout au long de son ouvrage « La raison dans l'histoire ». D'une manière générale, on peut dire que la conscience, c'est la capacité qu'a un sujet de se rapporter au monde et à lui-même. Se rapporter au monde, la conscience perçoit ce qui l'entoure, elle prend connaissance des objets, des phénomènes, des autres êtres humains. Elle n'est jamais une entité qui flotterait dans le vide, elle est toujours en lien avec quelque chose qu'elle cherche à comprendre ou à saisir. Par exemple, quand on regarde un arbre, on a une conscience de cet arbre, il devient un objet pour nous, un objet de notre perception. Mais la conscience ne s'arrête pas là, elle peut aussi se rapporter à elle-même, elle peut réfléchir sur ce qu'elle perçoit et comment elle le perçoit, sur ce qu'elle pense et sur ce qu'elle ressent. C'est la démarche introspective. La conscience ne fait donc pas que voir les choses. Elle peut aussi interroger sa manière de voir. Par exemple, après avoir observé un arbre, on peut se demander ce qu'on perçoit vraiment. Est-ce qu'on voit l'arbre lui-même ou seulement une image reconstruite par nos sens, par notre mémoire, par notre pensée? À ce moment-là, la conscience ne se contente plus de percevoir, elle se retourne sur elle-même, elle réfléchit à sa propre manière de voir, elle s'interroge sur elle-même. C'est ce qu'on appelle un mouvement réflexif. Et ce mouvement est, chez Hegel, le cœur de la conscience de soi. Par ce retournement, on dit que la conscience devient consciente d'elle-même. Et chez Hegel, cette conscience est toujours en mouvement. Elle n'est pas figée. À chaque étape, elle se confronte à ses limites, à ses contradictions. Elle remet en question ce qu'elle croyait savoir. Et c'est ça, pour Hegel, le moteur de son développement. La conscience évolue parce qu'elle se heurte à ses propres limites et qu'elle cherche à les dépasser. En un mot, la conscience n'est jamais isolée. Elle est toujours en tension avec le monde et en tension avec elle-même. Chez Hegel, la pensée est la capacité d'un individu à réfléchir sur le monde et sur lui-même. Mais pas seulement. La pensée est surtout une dynamique vivante. Elle évolue, elle progresse en se confrontant à ses propres limites. Hegel distingue 3 formes de pensée qui correspondent à 3 moments de son développement. D'abord la pensée immédiate, puis l'entendement et enfin la raison. Au départ, la pensée est immédiate. C'est la pensée spontanée. Elle accepte le monde comme il se présente, sans questionner. Elle n'analyse pas. Elle perçoit, elle croit, elle se fait une opinion sans vraiment réfléchir. La pensée immédiate est aussi influencée par les émotions, par les habitudes, par les croyances inconscientes. Mais la pensée évolue au fil de sa confrontation avec le monde extérieur. Elle commence à observer le réel pour tenter de le comprendre, mais elle le fragmente, elle le découpe en morceaux. C'est ce qu'on appelle l'entendement. L'entendement cherche à comprendre le monde en isolant les phénomènes. Il les classe, il les analyse et il formule des lois séparées pour chaque phénomène observé. Prenons l'exemple d'une pomme qui mûrit. Au stade de l'entendement, la pensée formule une loi pour le changement de la couleur, une autre loi pour le goût,
une autre loi encore pour la texture, et une dernière loi pour la chute de la pomme. Mais cette manière de comprendre montre vite ses limites. En réalité, ces phénomènes ne sont pas séparés. Ils font partie d'un seul et même processus, la maturation. La pensée prend alors conscience de cette contradiction. Les lois qu'elle a formulées ne suffisent pas à expliquer l'ensemble, à comprendre le phénomène dans sa globalité. Et c'est cette prise de conscience qui ouvre la voie à la raison. La raison, chez Hegel, va donc plus loin que l'entendement. Elle cherche l'unité et la cohérence derrière les oppositions. Elle comprend que les contradictions ne sont pas des erreurs à corriger, mais des étapes d'un même mouvement, d'un même développement. Dans notre exemple, la raison ne sépare plus la couleur, le goût ou la chute de la pomme. Elle voit que tous ces phénomènes font partie d'un même développement, un processus vivant de maturation qui suit sa propre logique. Et donc, là où l'entendement séparait, la raison relie. Là où l'entendement figeait, la raison dynamise. Là où l'entendement voyait des lois dispersées, la raison voit un tout en transformation. Et c'est ça que Hegel appelle « penser de façon plus vraie ». Quand la pensée ne reste pas figée, et quand elle suit le développement des choses, en accueillant les contradictions qu'elle rencontre, et en les intégrant dans un tout vivant. Quand Hegel parle de concept, il ne faut pas entendre une simple définition ou une étiquette. Un concept, chez lui, c'est une idée vivante. C'est une idée qui contient un potentiel de développement. Le concept n'est pas figé. Un concept évolue, se transforme, passe par des étapes. Il a sa propre dynamique. Un concept, c'est donc une idée qui cherche à devenir réalité. Une idée qui cherche à s'incarner dans le monde. Par exemple, prenons le concept d'amour. Au départ, on pourrait croire que l'amour, c'est simplement passer du bon temps avec quelqu'un dont on est tombé amoureux. Mais cette définition est pauvre, car en réalité, l'amour évolue. Il traverse des malentendus, des tensions, des moments de distance ou de réconciliation. Petit à petit, on découvre que l'amour implique la fidélité, la compréhension, la capacité à accueillir l'autre tel qu'il est, même quand c'est difficile. L'idée d'amour, qui paraissait simple au départ, se transforme à travers l'expérience. Elle passe par des épreuves, elle se corrige, elle s'approfondit. Et c'est exactement ça que Hegel entend par concept. Une idée vivante qui se développe dans le réel, à travers les contradictions. Une idée qui ne reste pas figée dans notre tête, mais qui prend corps dans la vie, à travers les conflits, à travers les ajustements et les prises de conscience. Chez Hegel, le développement de tout système ou de tout concept ne se fait jamais en ligne droite, sans accroc. Il suit un mouvement bien particulier, qu'on appelle le mouvement dialectique. Ce mouvement repose sur une idée centrale. Tout ce qui existe contient en lui-même des contradictions qui vont lui permettre de se développer. Que ce soit une idée, une institution, une société ou même une relation humaine, tout système finit par rencontrer ses propres limites. Reprenons notre exemple de l'amour et considérons comme système la relation amoureuse elle-même, le couple. Ce système semble d'abord stable, harmonieux, comme si tout allait de soi. Tout nouveau, tout beau, comme on dit. Mais très vite, des tensions émergent. Un comportement spontané de l'un, par exemple, peut entrer en conflit avec une attente profonde de l'autre.
peut être lié à une blessure ancienne. Ces deux éléments, le comportement naturel de l'un, qu'on peut appeler la thèse, et l'attente de l'autre, qui en constitue l'antithèse, ne sont pas des erreurs extérieures au couple. Ils font partie du système couple lui-même. Leur opposition révèle les limites internes de la relation dans son état actuel. Et cette contradiction n'est pas un échec. Au contraire, elle pousse le couple à évoluer, à se questionner, à redéfinir ce que signifie aimer. Si cette tension est surmontée, non pas en niant l'un des deux pôles, mais en intégrant ce qu'il y avait de juste dans chacun, alors on atteint un nouvel équilibre, la synthèse. Cette synthèse est un compromis solide et durable. Elle est le résultat de ce que Hegel appelle un dépassement, Aufhebung. Quelque chose est abandonné, quelque chose est conservé, mais l'ensemble est transformé, élevé. Le couple ne revient pas en arrière. Il avance vers une forme d'amour plus mûre, plus consciente. Notez aussi que dans cette vision, le couple, en tant que système, contient en lui-même d'autres sous-systèmes, les deux individus qui le composent. Chacun porte en lui ses propres tensions, ses contradictions intérieures, son propre mouvement dialectique. Et souvent, c'est justement à travers la relation amoureuse que ces contradictions personnelles émergent au grand jour. Le couple agit alors comme un révélateur. Il met en lumière des conflits intérieurs qu'on portait sans les voir clairement. Autrement dit, le développement du système couple est lié au développement de ses composantes. Et inversement, les évolutions du couple influencent le cheminement intérieur de chacun. C'est tout l'intérêt de cette lecture dialectique. Elle permet de penser les interactions entre les différents niveaux. Je veux dire par là qu'un système peut contenir d'autres systèmes et chaque transformation à un niveau a des répercussions sur les autres niveaux. La dialectique n'est pas une mécanique rigide, mais un mouvement vivant, complexe, interconnecté, évoluant en tension, à l'image du réel lui-même. À travers le mouvement dialectique, le système, tel que le couple, acquiert un nouvel état, une nouvelle forme. Mais cette nouvelle forme n'est jamais définitive. Elle porte en elle, à son tour, d'autres contradictions, d'autres défis. C'est ça le mouvement dialectique. Une spirale de tension et de dépassement qui fait grandir les individus, les relations, les idées, les sociétés, etc. Et donc, chez Hegel, le conflit n'est pas un obstacle à éviter, mais un moteur du développement. Ce sont les contradictions internes qui font progresser les choses. La dialectique, c'est ce mouvement vivant par lequel les êtres et les idées ne cessent de se transformer, de s'approfondir, de se déployer. C'est le rythme même du réel. Tout système contient donc en lui des contradictions internes qui le poussent à évoluer. Il se transforme par son propre mouvement dialectique, comme on l'a vu avec l'exemple de l'amour ou du couple. Il en est de même pour un concept chez Hegel. Un concept est une idée vivante, qui porte en elle un potentiel de développement. Et ce développement suit une loi précise, la loi du mouvement dialectique. C'est pourquoi Hegel affirme que le concept se détermine par lui-même. Ça signifie que le concept contient en lui-même sa propre logique de déploiement. Il n'a pas besoin d'un principe extérieur pour évoluer. Il porte en lui ses propres tensions, ses propres contradictions. Et ce sont ces tensions qui déclenchent son mouvement dialectique, qui l'obligent à se transformer, à se dépasser, à devenir plus profond. Attention, je ne dis pas que le concept évolue isolé de tout.
le monde extérieur joue un rôle important dans le développement du concept. Ce que je dis, c'est que le concept contient déjà en lui, en germe, les éléments qui entreront en contradiction. Et c'est la confrontation avec le réel, avec le monde extérieur, qui va révéler ces contradictions et ces tensions, et donc activer son développement. Et cette idée du concept qui se détermine par lui-même, Hegel l'applique aussi à l'histoire. Si l'histoire humaine est un système vivant, alors elle aussi évolue selon la loi de son propre mouvement dialectique. Ça signifie que l'histoire ne progresse pas au hasard. Derrière les événements, derrière les conflits, les ruptures, les crises, il y a un mouvement qui suit une certaine logique. L'histoire se déploie par elle-même, elle aussi, selon la loi de son propre mouvement dialectique. Et c'est ce mouvement que Hegel cherche à mettre en lumière, à rendre explicite. Pas en racontant simplement les faits, mais en faisant apparaître la logique profonde du mouvement dialectique de l'histoire, celle qui pousse l'humanité à avancer, malgré les crises, malgré les guerres, malgré les ruptures. Hegel cherche donc à rendre explicite la loi du développement de l'histoire, c'est-à-dire à comprendre la logique profonde qui traverse les événements historiques, les conflits, les bouleversements, et qui pousse l'humanité à avancer. Cette logique, on l'a vu, c'est la loi du mouvement dialectique de l'histoire. Et chez Hegel, quand un concept se développe au point de faire apparaître cette logique interne qu'il traverse, autrement dit, quand un concept devient capable de réfléchir sur son propre parcours, de comprendre comment et pourquoi il se transforme, alors on dit que le concept se comprend lui-même. Ce n'est plus seulement une idée vivante qui évolue, c'est une idée qui comprend sa propre évolution, sa propre dynamique. Et là, vous allez me demander, mais Stan, comment une idée peut-elle se comprendre elle-même? Comment peut-elle comprendre sa propre logique de développement? L'idée n'est pas humaine. Eh bien, nous verrons plus tard que c'est dans l'activité de pensée de la conscience humaine que cette compréhension a lieu. C'est la conscience qui rend explicite la loi du mouvement du concept. Concept dans lequel la conscience elle-même est incluse, même si elle ne le sait pas encore qu'elle est incluse dans le concept à ce stade. Et cette idée de concept qui se comprend lui-même, Hegel l'applique aussi à l'histoire. L'histoire, dans laquelle est incluse la conscience humaine, n'est pas simplement une suite d'événements extérieurs, elle évolue selon une dynamique précise. Et quand cette dynamique devient intelligible, quand on parvient à en saisir le sens, les tensions internes, la logique du mouvement dialectique, alors on peut dire que l'histoire se comprend elle-même, par le biais de la conscience humaine qui en éclaire le mouvement. Et là, certains pourraient aussi me dire « Mais Stan, il y a des concepts dans lesquels la conscience n'est pas incluse. » Et c'est vrai, vous auriez raison de noter ça. Tous les concepts ne semblent pas contenir d'emblée la conscience. Mais chez Hegel, plus un concept se développe, plus il devient complexe, plus il devient profond, et plus il inclut en lui ce qui permet de le penser. Autrement dit, la conscience n'est pas d'emblée présente dans tous les concepts, mais elle devient un moment nécessaire du concept, quand celui-ci atteint un certain niveau de développement. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que le concept peut vraiment se comprendre lui-même, à travers l'activité de pensée de la conscience, qui en éclaire la logique. Alors maintenant, on peut aller un cran plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un concept qui prend conscience de lui-même? D'abord, faisons une distinction importante. Nous avons vu précédemment que chez Hegel,
un concept se comprend lui-même quand sa propre logique de développement devient intelligible, quand les tensions internes qui le traversent sont rendues explicites, quand on comprend comment il évolue, pourquoi il se transforme, vers quel but il tend et selon quelle loi. C'est ce qu'on a vu. Le mouvement dialectique du concept devient clair quand il est compris par l'activité de pensée de la conscience. Quand un concept se comprend lui-même, c'est donc l'activité de pensée de la conscience qui rend intelligible la logique du mouvement. Mais à ce stade, la conscience ne sait pas encore qu'elle est incluse dans le concept qu'elle comprend. Je répète, c'est très important. Quand le concept se comprend lui-même, par le biais de la conscience n'a pas encore conscience qu'elle est incluse dans le concept, qu'elle est en train de penser et de comprendre. Elle se croit extérieure au concept, alors qu'en réalité, elle en fait déjà partie. Quand un concept prend conscience de lui-même, c'est un cran au-dessus. C'est le moment d'après, dans le déploiement du concept. Ça signifie que la conscience humaine ne se contente plus d'observer ou de comprendre ce concept comme quelque chose d'extérieur à elle. Elle se découvre incluse dans ce qu'elle comprend. Elle en prend conscience. Et à partir de là, elle réalise qu'elle devient le lieu même où le concept réfléchit sur lui-même. Je veux dire par là qu'à ce moment-là, la conscience ne pense plus qu'elle comprend une idée extérieure à elle, elle réalise qu'elle est impliquée dans ce qu'elle comprend. Elle comprend qu'elle joue un rôle à l'intérieur même du concept. Et surtout, elle comprend que c'est en elle que le concept réfléchit. Autrement dit, c'est à travers elle que le concept prend du recul sur lui-même, qu'il parcourt tout son cheminement, qu'il en prend conscience. Autrement dit, la conscience devient le lieu vivant où le concept se regarde, se comprend, se pense lui-même. Elle n'est plus une simple observatrice extérieure. Elle devient l'endroit même au sein du concept où le concept prend conscience de ce qu'il est. La conscience est un moment dans le développement du concept qui lui permet de se regarder, de prendre du recul sur lui-même, de revivre tout son parcours. Quand le concept prend conscience de lui-même, on dit qu'il devient réflexif. Je veux dire par là que le concept n'est plus simplement une idée vivante dont la logique de développement est devenue intelligible. Le concept devient une idée vivante qui se pense elle-même, qui s'éclaire elle-même, par elle-même et en elle-même. Et c'est ça, pour Hegel, le plus haut degré de vérité et de déploiement du concept. Quand un concept parvient par lui-même à se tourner vers lui-même pour se comprendre, quand il réalise que sa vérité passe par sa propre compréhension et par sa propre conscience de lui-même, c'est dans ce moment réflexif de son développement, au moment où il prend conscience de lui-même, qu'il devient enfin pleinement ce qu'il est. C'est une étape de plus dans le développement du concept. Avant, la conscience comprenait la logique du mouvement dialectique du concept, comme on observe un mouvement de l'extérieur. Mais désormais, la conscience réalise qu'elle a toujours fait partie du concept, qu'elle a toujours été incluse dans ce qu'elle comprend. Et c'est ce retournement, ce moment de réflexivité, qui permet au concept de devenir conscient de lui-même. À partir de là, le concept n'est plus seulement compris, il devient conscient de lui-même, à travers la conscience. Et cette conscience, c'est la nôtre. Pour conclure sur ces deux notions fondamentales, et pour bien les distinguer, un concept se comprend lui-même quand la logique de son développement devient intelligible pour l'activité de pensée de la conscience. Mais ce concept prend conscience de lui-même quand il se découvre comme étant lui-même
le sujet, le moteur de cette compréhension. En d'autres termes, se comprendre soi-même, c'est savoir comment ça marche. Prendre conscience de soi-même, c'est savoir que ça marche en moi, par moi, et que je suis ce savoir-là. Et c'est exactement ça, chez Hegel, qui distingue un concept intelligible qui se comprend lui-même d'un concept réflexif, conscient de lui-même. Appliqué à l'humain, on pourrait dire « je me comprends moi-même » quand je parviens à retracer mon parcours intérieur, à mettre en lumière les contradictions internes qui m'ont façonné. Et c'est d'ailleurs ce que je vous partage sur cette chaîne. Mais je prends conscience de moi-même quand je réalise que ma conscience elle-même fait partie de ce mouvement, que je cherche à comprendre, qu'elle y est incluse. Autrement dit, quand je découvre que c'est en moi que ce mouvement devient pensable et compréhensible. On peut encore mieux comprendre la différence entre se comprendre soi-même et être conscient de soi-même en pensant à un exemple simple, dans le cadre d'une psychothérapie analytique. Par exemple, une personne peut dire en séance « Je pense que j'ai du mal à m'attacher parce que j'ai peur d'être rejetée ». Cette personne commence à comprendre quelque chose d'elle-même. C'est important. Mais cette compréhension reste encore un peu à distance, comme une idée qu'on observe de l'extérieur. Elle n'a pas encore été réellement éprouvée. Et puis un jour, en parlant d'un souvenir, ou simplement en se sentant en sécurité dans la relation avec son thérapeute, ou bien en rencontrant quelqu'un dans sa vie de tous les jours, cette personne va ressentir profondément cette peur. Elle va se connecter à cette blessure, dans son corps, dans son cœur. Et surtout, elle va relier ce qu'elle vit à sa compréhension d'elle-même. Je veux dire sa peur du rejet, jusqu'à ce que cette compréhension d'elle-même la fasse réellement vibrer, plus que l'éclairer. Et là, c'est plus seulement une pensée, c'est une conscience vivante. Elle vit ce qu'elle comprend. Elle est dans ce qu'elle comprend. Et c'est cette bascule qui nous permet de saisir la nuance. Comprendre quelque chose de soi, c'est commencer à mettre des mots. C'est très bien, c'est un moment nécessaire. Mais en être conscient, c'est sentir ces mots de l'intérieur. C'est les vivre, et parfois jusqu'à en être transformé. Il ne suffit pas de formuler une idée vraie. Encore faut-il que la conscience se reconnaisse elle-même dans cette idée, qu'elle se sente unie au mouvement qu'elle cherche à penser. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre ce que signifie l'absolu chez Hegel. L'absolu, ce n'est pas la totalité du réel figé qui ne connaîtrait aucune évolution. L'absolu, c'est la totalité du réel dans son état actuel, mais aussi tout son développement qui lui a été nécessaire pour atteindre cet état actuel. On dit alors que l'absolu est la totalité du réel dans son mouvement. Ce rajout dans son mouvement permet d'intégrer la dimension du développement. Donc, l'absolu, c'est la totalité du réel dans son mouvement, c'est-à-dire la totalité du réel dans son état actuel et le développement qui a été nécessaire à la totalité du réel pour atteindre cet état actuel. Notons aussi que l'absolu existe indépendamment du fait que la conscience le comprenne ou non. Quand on dit que l'absolu est dans son mouvement, ça signifie que son développement se fait dialectiquement, via un mouvement dialectique, comme on l'a défini plus tôt. Autrement dit, il ne progresse pas de manière linéaire, mais en intégrant et en dépassant des contradictions internes successives. Chaque dépassement est une étape nécessaire pour arriver à l'état actuel du réel. Il y a une illustration que j'aime donner, celle d'une montagne telle qu'elle se présente devant moi.
c'est la montagne, dans son état actuel. Mais la montagne, dans son mouvement, ce n'est pas que la montagne dans son état actuel. La montagne, dans son mouvement, c'est la montagne dans son état actuel et tout le développement de cette montagne qui lui a été nécessaire pour atteindre cet état actuel, à savoir les plaques tectoniques qui se sont rencontrées et bien d'autres phénomènes qui se sont déroulés auparavant. Donc, il faut bien comprendre que l'absolu, c'est la totalité du réel dans son mouvement, c'est-à-dire la totalité du réel dans son état actuel et tout son développement qui lui a été nécessaire pour atteindre cet état actuel. Ça, c'est l'absolu. La vérité absolue, en revanche, est la compréhension achevée par la conscience de l'absolu, c'est-à-dire de la totalité du réel dans son mouvement, mais aussi de son propre parcours, du processus nécessaire qu'elle a dû traverser pour atteindre cet état de compréhension. Notons que la conscience ne peut pas immédiatement posséder la vérité absolue. Dit autrement, elle ne peut pas comprendre l'absolu d'emblée. Pour y parvenir, la conscience a dû, elle aussi, traverser différentes étapes, se confronter à ses propres erreurs et dépasser ses illusions. Tout ce parcours de la conscience a d'ailleurs été décrit et expliqué dans la phénoménologie de l'esprit. Et donc, la conscience n'atteint pas la vérité absolue dans l'immédiat. La vérité absolue se construit dialectiquement, via un processus où la conscience, en confrontant ses propres illusions et erreurs, intègre progressivement en elle la totalité du réel dans son mouvement, c'est-à-dire l'absolu, mais aussi son propre développement, c'est-à-dire le chemin par lequel elle a dû passer pour en arriver là, et jusqu'à finir par comprendre qu'elle fait elle-même partie du réel, qu'elle cherche à saisir dans sa totalité. Et oui, ce qui est décisif dans cette vérité, c'est que la conscience réalise qu'elle-même appartient à ce réel. Elle n'est pas en dehors. Elle n'est pas une observatrice extérieure comme elle le croyait au départ. Elle est incluse, depuis toujours, dans le mouvement qu'elle cherche à penser. Et donc, chose très importante à noter, quand la conscience atteint la vérité absolue, elle comprend la logique du développement de l'absolu, du mouvement dialectique de l'absolu. Mais pas seulement. La conscience devient un moment du développement de l'absolu, qui, à travers elle, prend conscience de lui-même. Une dernière notion capitale à saisir, l'esprit. L'esprit est l'absolu qui se comprend lui-même. Mieux encore, qui prend conscience de lui-même, à travers la conscience, quand la conscience atteint la vérité absolue. Je reformule pour bien comprendre. On a vu que l'absolu, c'est la totalité du réel dans son mouvement, qu'il soit ou non compris par la conscience. L'absolu n'a pas besoin de la conscience pour se développer. Il suit son propre mouvement dialectique, son propre développement, dans lequel la conscience est incluse. L'esprit, quant à lui, c'est cet absolu à une nuance près. C'est l'absolu compris et conscient de lui-même, par le biais de la conscience, quand la conscience atteint la vérité absolue. L'esprit, c'est donc l'absolu qui se comprend lui-même, à travers la conscience. Mieux encore, l'esprit est l'absolu qui prend conscience de lui-même, par le biais de la conscience. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit est la totalité du réel dans son mouvement, c'est l'absolu, mais il y a une dimension en plus à rajouter. L'esprit est l'absolu dont le mouvement dialectique a été rendu intelligible par la conscience, quand la conscience atteint la vérité absolue. Mieux encore, l'esprit est l'absolu qui prend conscience de lui-même, par le biais de la conscience qui est incluse, qui a toujours été incluse.
ce qui veut dire que l'esprit comprend la loi de son développement, de son propre mouvement, mais aussi qu'il réalise que cette compréhension n'est pas extérieure à lui, qu'il est lui-même ce savoir-là, et que son propre développement a été nécessaire pour atteindre ce niveau de compréhension et de conscience. Pour conclure en une phrase, l'esprit est l'absolu conscient de lui-même. On peut maintenant mieux comprendre le lien entre la phénoménologie de l'esprit et la raison dans l'histoire. Ce sont deux faces d'un même mouvement, celui de la réalisation de l'esprit. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel explique comment l'esprit se réalise, via le parcours intérieur de la conscience humaine. Il montre comment la conscience, en se confrontant au monde et à elle-même, passe par différentes étapes. La sensation, l'entendement, la raison, la religion, jusqu'à atteindre la vérité absolue. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'absolu devienne conscient de lui-même, à travers la conscience humaine. Dit autrement, jusqu'à ce que l'esprit se réalise. Dans la phénoménologie de l'esprit, on plonge donc dans un parcours intérieur, celui de la conscience, jusqu'à ce que la conscience découvre qu'elle fait elle-même partie du réel qu'elle cherchait à comprendre. C'est ce que j'appelle le versant intérieur de la réalisation de l'esprit. Mais Hegel ne s'arrête pas là. Dans la raison, dans l'histoire, on change d'échelle. On suit le développement de l'esprit, non plus à travers la conscience, mais à travers l'histoire des peuples, des civilisations, des empires. C'est l'autre versant de la réalisation de l'esprit. C'est le versant objectif, collectif, historique. L'esprit, chez Hegel, ne se contente pas de penser, il agit aussi. Il s'incarne dans le monde. Il se réalise à travers les conflits, les luttes, les institutions. Et c'est ça que Hegel veut montrer dans la raison dans l'histoire. Donc, on peut résumer ainsi. Dans la phénoménologie de l'esprit se réalise à travers la conscience. On suit ce parcours intérieur. Dans la raison dans l'histoire, l'esprit se réalise dans le monde. On suit ce parcours collectif. Mais ces deux versants ne s'opposent pas. Ils se complètent. On passe du devenir de la conscience au devenir de l'humanité, à travers les grands mouvements de l'humanité. Et dans les deux cas, c'est toujours l'esprit qui cherche à devenir conscient de lui-même, aussi bien à travers le sujet qu'à travers l'histoire du monde. Précisons aussi que la raison dans l'histoire n'est pas un ouvrage isolé de Hegel, mais la partie introductive de ses leçons sur la philosophie de l'histoire. Et donc, quand on lit la raison dans l'histoire, on lit en réalité l'introduction générale aux leçons. Une introduction qui pose tout de même les grands principes philosophiques sur lesquels reposera toute l'analyse historique de Hegel dans ses leçons. Une fois qu'on a compris que cette œuvre n'est plus tournée vers la réalisation de l'esprit à travers la conscience, mais dans le monde, on peut se poser ces questions essentielles. Pourquoi Hegel écrit-il la raison dans l'histoire? Pourquoi Hegel parle-t-il de raison dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer? Quel est le lien entre l'histoire et ce moment du développement de la pensée qu'est la raison? Chez Hegel, la raison n'est pas simplement une capacité de penser clairement, c'est beaucoup plus que ça. Quand Hegel dit que la raison est dans l'histoire, il affirme quelque chose de fort. L'histoire a un sens. Elle n'est pas un chaos sans logique. Même dans ses moments les plus sombres, même à travers les guerres, les révolutions, les renversements d'empires,
il y a une cohérence à l'œuvre. Quelque chose qui se joue, qui se déploie, qui se développe à travers le temps, selon une dynamique bien précise, selon un mouvement dialectique, par contradiction, par dépassement, par conflit et réconciliation. Quelque chose est en train de se construire. Et ce quelque chose, c'est la liberté. Comprenez bien, dans le mouvement long de l'histoire, il y a une cohérence profonde, une nécessité intérieure, un sens qui se dessine. Et ce sens, c'est la réalisation progressive de la liberté humaine. L'histoire, dans cette perspective, ce n'est pas simplement un enchaînement d'événements extérieurs. L'histoire est le lieu où la liberté humaine se réalise progressivement dans le monde. Toute l'histoire n'est qu'un long processus de réalisation progressive de cette liberté qui finit peu à peu par devenir universelle. Mais cette liberté ne tombe pas du ciel. Elle ne s'impose pas d'un coup. Elle s'élabore peu à peu, à travers la conscience, comme on l'a vu dans la phénoménologie de l'esprit, mais aussi à travers les peuples, les civilisations, les institutions, aussi à travers la guerre, la souffrance, la destruction. Pour Hegel, l'histoire n'est pas absurde ni chaotique. Elle suit une logique intérieure, dans une finalité bien précise. Pour Hegel, la liberté universelle est la finalité du mouvement historique. Et donc, la raison est dans l'histoire parce que l'histoire a un sens, une logique. L'histoire est rationnelle. Et ce sens, la conscience humaine peut peu à peu le comprendre. C'est pourquoi, pour Hegel, penser l'histoire, ce n'est pas simplement raconter le passé, c'est essayer de comprendre le mouvement profond du réel, celui par lequel la liberté universelle se réalise peu à peu. Ce vers quoi tend l'histoire, selon Hegel, c'est donc la liberté universelle. Et là, certains vont me demander, mais Stan, liberté de qui? Et pour se libérer de quoi? La réponse est simple. Il s'agit de la liberté de l'humanité tout entière, qui se libère de l'ignorance, de l'oppression et de l'aliénation. Au départ, seul un homme est libre, le roi, le despote, le chef. Puis au fil de l'histoire, cette liberté s'élargit à quelques-uns, puis à tous. C'est ça, pour Hegel, le sens de l'histoire. L'humanité devient libre en prenant conscience d'elle-même, en prenant conscience qu'elle est libre. Et cette prise de conscience passe aussi par les peuples, par les conflits, par les institutions. L'histoire est le lieu où cette liberté se construit. Je dirais même plus, pour articuler les deux œuvres de Hegel. L'histoire et la conscience sont les lieux où cette liberté se construit. Et donc, l'ouvrage de Hegel, La raison dans l'histoire, et plus largement la démarche hegelienne de la philosophie de l'histoire, ont deux grands objectifs. Premier objectif, montrer que l'histoire a un sens, un mouvement, avec une loi intelligible, malgré ses apparences chaotiques. La raison est donc à l'œuvre dans l'histoire. Il y a une logique interne des choses. L'histoire est rationnelle, d'où le titre de l'ouvrage. Deuxième objectif, faire apparaître que ce mouvement rationnel de l'histoire, ce développement dialectique, c'est en réalité celui qui tend vers la liberté universelle. Une liberté qui ne se réalise pas seulement dans la conscience, comme on l'a vu dans la phénoménologie de l'esprit, mais aussi dans les peuples, les institutions,
les événements historiques. L'histoire, en tant que totalité en mouvement, révèle une nécessité interne, la réalisation progressive de la liberté humaine dans le monde. À travers les deux ébauches, dans les premières pages du livre, Hegel veut montrer que seule une philosophie de l'histoire peut faire apparaître ce mouvement de fond. C'est ce qu'on va voir maintenant, en explorant ces deux ébauches, où Hegel distingue plusieurs manières de raconter l'histoire. Et ceci pour mieux faire apparaître ce qu'est, selon lui, une véritable philosophie de l'histoire qui permettrait de rendre intelligible la logique du mouvement historique. Hegel commence cette première ébauche en posant les bases de sa démarche qu'il nomme philosophie de l'histoire. Il ne s'agit pas pour lui de raconter l'histoire comme une simple suite de faits ou d'événements, il s'agit de saisir la logique de l'histoire, c'est-à-dire de rendre intelligible la loi du mouvement dialectique, par lequel l'esprit se réalise dans le temps. Mais avant d'en arriver là, Hegel prend le soin de distinguer trois grandes manières d'écrire l'histoire, qui correspondent à trois moments de développement, de mise en place de sa démarche, comme on va le voir. Cette démarche s'est construite par étapes. Elle n'est pas tombée du ciel. La première manière d'écrire l'histoire qu'il examine, c'est ce qu'il appelle l'histoire originale. Il s'agit ici d'une histoire écrite par ceux qui ont vécu eux-mêmes les événements, des témoins directs, souvent acteurs eux-mêmes, des historiens qui racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont compris sur le moment même. Ces historiens transforment ainsi un monde d'événements bruts en récits chargés de sens. Je veux dire par là que ce qu'ils perçoivent, les batailles, les décisions, les conflits, ils le transposent dans le langage. Ils mettent en forme. Ils donnent une profondeur à ce qu'ils ont traversé. Mais cette histoire originale reste profondément liée à la subjectivité de celui qui la raconte. Elle dépend de sa culture, de sa langue, de sa mémoire. L'historien compose avec ce qu'il garde en lui du passé. Ces récits originaux sont souvent beaux, vivants, puissants, mais ils ne peuvent pas encore saisir le mouvement global de l'histoire. Ces récits sont fragmentaires, partiels, enracinés dans l'instant vécu, et surtout subjectifs, propres au vécu de l'historien, comme on l'a vu. Hegel insiste aussi sur un point important. Un peuple ne devient vraiment historique que quand il commence à écrire sa propre histoire. Sans ça, ce peuple ne prend pas conscience de lui-même. Et s'il ne prend pas conscience de lui-même, il ne peut pas encore se penser comme un acteur conscient dans le développement de l'esprit. Dit autrement, il ne peut pas encore se saisir comme un moment du déploiement rationnel de l'histoire. L'écriture de l'histoire est donc, pour Hegel, un acte de conscience collective. En résumé, ce que Hegel appelle l'histoire originale, c'est le tout premier seuil d'une conscience historique. C'est une mémoire vive, parfois embellie, parfois naïve, mais encore trop immédiate pour permettre de comprendre la logique du mouvement historique. Et c'est pourquoi Hegel doit maintenant passer à une forme plus structurée de l'écriture de l'histoire. L'histoire réfléchie. L'histoire réfléchie, selon Hegel, désigne une manière de raconter l'histoire avec recul et avec structure. L'historien n'est plus un simple témoin, désormais il analyse, il ordonne, il interprète. Il cherche à donner de la cohérence aux faits, à faire apparaître une logique. Il s'agit plus simplement de raconter les événements tels qu'on les a vécus, mais de prendre du recul sur ces événements pour les organiser,
pour les interpréter et leur donner du sens. Le mot « réfléchi » vient ici de réflexion au sens philosophique. C'est l'histoire qui pense ce qu'elle raconte, qui élabore une vision globale du passé, à partir d'une certaine méthode, d'un point de vue, d'un esprit d'analyse. On ne se contente plus de restituer les faits, on les éclaire, on les met en lien, on les juge parfois, selon une idée directrice ou une grille de lecture. Mais cette élaboration n'est pas sans risque. En voulant comprendre le passé, on finit parfois par y projeter les idées de son propre temps. Hegel critique aussi plusieurs dérives. Noyer le sens sous les anecdotes, schématiser à l'excès, plaquer des maximes sans réelle profondeur, ou encore examiner les sources en cherchant leurs incohérences ou leurs limites, mais sans toujours réussir à faire émerger une logique d'ensemble du déroulement historique. Pour Hegel, une histoire réfléchie, réussie, c'est celle qui permet de voir, à travers chaque fait particulier, une idée plus générale, un sens profond. Mais il ajoute que, trop souvent, l'histoire réfléchie manque d'une véritable intuition du mouvement historique. On ne sent pas encore la logique du devenir de l'esprit. Et donc, l'histoire réfléchie est un progrès par rapport à l'histoire originale, mais elle reste insuffisante. Elle ne montre pas encore clairement le mouvement de la raison à travers l'histoire. C'est pourquoi Hegel va maintenant introduire ce qu'il appelle l'histoire philosophique, la seule, selon lui, capable de rendre intelligible la logique du devenir historique. Après avoir présenté l'histoire originale et l'histoire réfléchie, Hegel en vient à l'histoire philosophique. C'est la troisième grande manière d'écrire l'histoire, le plus haut moment du développement de sa démarche. Elle prolonge l'histoire réfléchie, mais elle franchit un seuil supplémentaire. L'histoire philosophique cherche à penser le sens global de l'histoire humaine. Pas seulement ses faits, ses institutions ou ses idées, mais ce qui, dans l'histoire, révèle une structure plus profonde de sens. Et cette structure de sens, c'est l'esprit lui-même. Alors attention, gardons en tête que chez Hegel, l'esprit est avant tout un mouvement dialectique. L'esprit est l'absolu compris par la conscience, et conscient de lui-même. L'esprit se réalise selon la logique de son mouvement, à travers les peuples, les événements, les cultures, mais aussi à travers la pensée, l'art, le droit, la religion, et qui, peu à peu, se comprend lui-même et prend conscience de lui-même. C'est tout ça l'esprit chez Hegel, et c'est ce que d'ailleurs nous avons vu en détail. L'histoire philosophique, selon Hegel, ne cherche donc pas à accumuler des faits, ni à établir des sources, ni à moraliser les événements. Elle cherche à comprendre comment l'esprit se développe, à travers les épreuves, à travers les conflits, et à travers les tournants de l'histoire. L'histoire philosophique est concrète et actuelle, parce que l'esprit, que l'histoire philosophique analyse, est toujours là. L'esprit est toujours vivant, toujours à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'un esprit figé dans le passé, mais d'un esprit qui agit ici et maintenant, dans le devenir du monde. C'est concret. Et c'est ça le but de l'histoire philosophique. Apprendre à reconnaître cette force, ce mouvement qui travaille l'histoire de l'intérieur. Apprendre à voir dans la confusion apparente des faits, dans le tumulte des événements, une direction, une finalité, une logique à tout ça. Autrement dit, apprendre à connaître l'esprit dans son rôle de guide.
Dans cette deuxième ébauche intitulée l'histoire philosophique, Hegel commence par une mise au point. Il rappelle que son but n'est pas de raconter l'histoire comme une simple suite de faits. Ce qu'il cherche, c'est à penser l'histoire, c'est-à-dire à interroger son sens profond. Beaucoup trouvent étrange, voire choquant, qu'on veuille philosopher sur l'histoire, parce que ça revient à chercher une vérité, une cohérence, une idée directrice dans le cours des événements. Et certains reprochent à la philosophie de plaquer des idées abstraites sur des faits concrets. Mais Hegel répond « Penser l'histoire n'est pas un luxe, c'est une nécessité. L'homme est un être pensant. Et dès qu'on réfléchit à l'histoire, même naïvement, on philosophe déjà, sans le savoir. La philosophie de l'histoire, c'est simplement cette réflexion sur l'histoire, mais pleinement assumée. » Hegel va plus loin. Il ne suffit pas de coller des idées sur les faits, il faut chercher la logique interne qui traverse les faits eux-mêmes. Comprendre comment l'histoire contient en elle une logique à l'œuvre. Pour lui, c'est ça, la vraie philosophie. Une pensée qui révèle le sens de l'histoire, de l'esprit qui se réalise. Pour lui, la vraie philosophie ne fait que révéler un sens déjà là, déjà inscrit dans le réel. Et ce sens, pour Hegel, nous l'avons vu. C'est le déploiement de la liberté dans le temps et de la prise de conscience de cette liberté en devenir. L'histoire est le mouvement par lequel l'esprit, je veux dire la totalité du réel dans son mouvement, progresse vers une plus grande liberté, à travers les peuples, les événements, les formes politiques et spirituelles. Penser l'histoire, c'est donc chercher à comprendre ce qui a été, ce qui est et ce qui vient, à partir de cette logique intérieure, à partir de cette ligne directrice qu'est la liberté universelle qui se réalise. C'est ce que Hegel va tenter de montrer dans toute la suite de son cours. Après ces deux ébauches introductives, on entre maintenant dans le premier grand chapitre de la raison dans l'histoire, intitulé « Le concept général de la philosophie de l'histoire ». C'est là que Hegel commence à poser, de manière plus rigoureuse, les fondements de sa démarche, pour saisir la logique du mouvement de l'esprit. Hegel commence par énoncer l'idée que la raison gouverne le monde, que derrière les événements, les bouleversements, les conflits, il y aurait une logique, un mouvement cohérent. L'histoire universelle, selon lui, ne serait pas un chaos d'actions humaines, mais l'expression de cette raison à travers le temps. Hegel insiste. La raison n'est pas quelque chose d'abstrait, mais bien une puissance vivante. Une force infinie qui anime et structure le réel. La raison, c'est à la fois ce qui fait que les choses existent et aussi la façon dont les choses se développent ou se réalisent. La raison est donc à la fois ce qui agit, ce qui se manifeste et ce qui fait que la totalité du réel tend à quelque chose. Hegel veut dire que tout ce qui se passe dans le monde, les événements, les transformations, les conflits, va dans une direction bien précise, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a un ordre, une cohérence dans le déroulement et dans le déploiement des choses. Autrement dit, selon Hegel, le monde n'est pas un chaos sans logique, la raison est à l'œuvre. Le monde est traversé par une dynamique, un mouvement qui tend vers quelque chose, et ce quelque chose, c'est une forme de compréhension, de conscience, de vérité, de liberté. Mais alors, dans ce cas, que faire du hasard, de la violence, des catastrophes? Il y a donc une contradiction. D'un côté, l'histoire nous montre des passions, des tragédies, des souffrances humaines. De l'autre, la philosophie
cherche une nécessité intérieure, un sens supérieur. Et c'est là tout l'enjeu. Trouver dans l'histoire autre chose qu'une suite d'événements arbitraires. Pour ça, il faut aborder l'histoire avec une pensée qui cherche une synthèse cohérente, une unité supérieure qui dépasse les contradictions observées. Au cœur de la démarche de Hegel, la réalisation de l'esprit est le moteur de l'histoire. L'esprit qui, ne l'oubliez pas, est cette totalité du réel en mouvement, qui tend à se comprendre elle-même, à prendre conscience d'elle-même à travers ses propres œuvres. Et oui, l'esprit produit des cultures, des peuples, des formes de vie. Et à chaque étape, il se transforme, il se dépasse, il se renouvelle. L'histoire, pour Hegel, n'est donc pas un musée d'événements morts, mais une aventure vivante de l'esprit, en quête de lui-même. Hegel s'arrête ensuite sur ce qu'il appelle les catégories premières de la conscience historique. Autrement dit, les premières impressions que nous avons face à l'histoire. Et la première d'entre elles, c'est le changement. Je veux dire le spectacle du changement permanent. Les empires naissent, brillent, puis s'effondrent. Les États, les peuples, les figures humaines passent et disparaissent. Cette vision peut provoquer une certaine mélancolie. Elle donne l'impression que tout s'efface, que rien ne demeure. Mais Hegel invite à dépasser cette tristesse. Car au-delà de la disparition, il y a un mouvement de régénération. La mort d'une forme annonce la naissance d'une autre. Et rien ne renaît à l'identique. L'esprit, dans son développement, ne fait jamais marche arrière. L'esprit se transforme. Il se réalise dans la disparition. Il s'intensifie. La disparition lui permet d'atteindre un état supérieur. Chaque création, chaque culture, chaque institution est comme un moment de ce grand travail de l'esprit. Et quand une forme disparaît, ce n'est pas une perte, c'est une étape vers autre chose. Ensuite, dans la partie l'idée antique de la raison, Hegel revient aux origines historiques de cette idée, que la raison gouverne le monde. Et pour ça, il évoque des philosophes grecs, dont certains affirmaient déjà que le monde était régi par l'intelligence, par la pensée. Dans la partie l'idée chrétienne de la providence, Hegel approfondit une notion fondamentale dans sa manière de penser l'histoire, celle de la providence. La providence, dans la tradition chrétienne, c'est l'idée que Dieu guide le monde, que rien ne se passe sans raison, que les événements, même s'ils nous paraissent chaotiques ou cruels, obéissent à une sagesse supérieure. Hegel part de la providence, il ne la rejette pas, mais il va l'approfondir, comme on va le voir. Il commence par rappeler que cette idée d'un monde gouverné par l'intelligence divine n'est pas née avec le christianisme, elle est déjà présente dans l'Antiquité grecque, dont certains philosophes ont été les premiers à dire que l'intelligence ou la raison gouverne le monde. Mais cette idée antique concerne surtout la nature et les lois physiques. Elle n'englobe pas toute l'histoire humaine. Ce que le christianisme apporte de nouveau, c'est une application encore plus concrète. Désormais, ce n'est plus seulement la nature qui est régie par une raison divine, mais aussi les peuples, les empires, les civilisations. Le monde historique lui-même devient intelligible. Il est traversé par une volonté qui le dirige. Et c'est cette volonté qu'on appelle providence. Mais Hegel fait une mise au point capitale. Il ne suffit pas de dire que Dieu gouverne le monde. Il faut aussi dire comment. Il ne suffit pas d'invoquer une providence en général. Il faut aussi la comprendre à travers les faits, à travers les peuples,
à travers les événements. Et c'est précisément le but de sa démarche, la philosophie de l'histoire. Hegel approfondit donc l'idée de providence. Il ne s'agit pas seulement de croire qu'elle existe, mais de comprendre comment elle se manifeste concrètement dans l'histoire, en rendant intelligible sa logique à travers les événements. À ce stade, Hegel introduit un terme important, la théodicée. Ce mot signifie la justification de Dieu dans l'histoire. Autrement dit, comment comprendre le mal, la souffrance, les injustices dans un monde censé être guidé par la raison divine? Comment expliquer que l'histoire, si elle est gouvernée par l'esprit, passe par tant de douleurs, par tant de conflits, par tant de ruines? Hegel voit les blessures infligées aux individus. Il voit les catastrophes, les pertes. Il ne les nie surtout pas. Mais il affirme que tout ça fait partie d'un mouvement plus vaste, traversé par une logique profonde. En fait, ce que la théodicée cherche à montrer, c'est que le mal est un moment dans le développement historique. Le mal n'est pas effacé ni excusé moralement, mais dépassé au sens hegelien. Je veux dire que le mal est intégré dans une totalité qui le dépasse, qui lui donne un sens supérieur. Comprendre l'histoire, c'est reconnaître qu'une logique traverse les événements. Une logique difficile, douloureuse parfois, mais une logique réelle, guidée par la raison, avec pour finalité la liberté, comme on l'a vu. L'histoire est rationnelle, et cette rationalité a un but, la réalisation progressive de la liberté. Une liberté politique, juridique, mais aussi spirituelle. Et le mal, les catastrophes font partie de ce mouvement historique. Derrière les ruines, les guerres, les erreurs, quelque chose se construit. Et ce quelque chose, c'est un monde où la liberté, la conscience, la vérité se réalisent peu à peu. Voilà le but de la philosophie de l'histoire. Comprendre le réel à partir de ce qui le traverse et de ce qui le dépasse. Et c'est en ce sens que l'histoire universelle, selon Hegel, n'est pas une série d'événements arbitraires, mais l'œuvre difficile, lente, tragique parfois, de la raison. Son but, c'est de rendre tout ça intelligible. Rendre intelligible la loi, la logique du mouvement de la totalité du réel, de l'esprit en devenir. Hegel a donc posé les fondements de sa démarche, que je rappelle. Premier fondement, l'histoire n'est pas une suite arbitraire d'événements, mais le déploiement rationnel de l'esprit dans le temps. Deuxième fondement, l'esprit, c'est-à-dire la totalité du réel en mouvement, tend à se comprendre lui-même, à prendre conscience de lui-même, à prendre conscience de sa liberté. Troisième fondement, la philosophie de l'histoire a pour but de rendre intelligible ce mouvement, en montrant comment, à travers les conflits, à travers les transformations et même les catastrophes, c'est toujours la liberté qui progresse. Après avoir bâti sa démarche, Hegel expose maintenant la manière dont l'esprit se déploie concrètement à travers l'histoire. Ce développement se fait en 4 grands chapitres, du 2e au 5e et dernier chapitre du livre. Chapitre dont on va maintenant énoncer les grandes lignes. Dans le 2e chapitre, Hegel montre comment l'esprit s'incarne. Autrement dit, comment une idée comme la liberté devient une réalité historique. Il explique que les passions humaines, les conflits,
les ambitions ne sont pas des obstacles à la liberté, mais des instruments de sa réalisation. Même ce qui semble chaotique ou égoïste est, à l'insu des individus, exploité par l'esprit pour avancer vers la liberté. Le troisième chapitre s'attarde sur le mouvement même de l'histoire. Pour Hegel, l'histoire est un développement, non pas mécanique, mais dialectique. Je veux dire par là que chaque époque dépasse la précédente, en renforçant la conscience humaine, jusqu'à ce que l'esprit prenne peu à peu conscience de lui-même, grâce au peuple qui s'éveille, qui prennent conscience d'eux-mêmes, notamment par l'écriture, et qui découvrent qu'ils participent à un mouvement plus vaste, celui de l'esprit en quête de sa propre réalisation. Dans le quatrième chapitre, Hegel examine le rôle des conditions naturelles dans la réalisation de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un déterminisme géographique, mais d'une attention portée au milieu, aux environnements, dans lequel se développe l'esprit. Montagne, climat, fleuve, continent, tout ceci crée un cadre, crée une scène sur laquelle l'histoire peut se réaliser. Et oui, l'esprit a besoin d'un monde, d'un terrain pour se réaliser. Dans le cinquième chapitre, Hegel distingue 4 grandes figures historiques, correspondant à 4 moments de la réalisation de la liberté. L'Empire oriental, où un seul est libre. Le monde grec, où quelques-uns sont libres. Le monde romain, où le droit s'affirme. Et enfin, le monde germanique, où tous sont reconnus libres, du moins en principe. Pour Hegel, cette progression n'est pas un simple récit des faits passés, c'est le déploiement concret de la liberté dans l'histoire. Ces chapitres forment ensemble une même trajectoire, celle d'un monde qui devient de plus en plus conscient de lui-même. Une histoire où la raison ne reste pas une idée abstraite, mais devient une réalité vivante, incarnée dans les peuples, les cultures, les institutions. Chez Hegel, l'histoire n'est donc pas un chaos. C'est un mouvement avec une logique précise. L'histoire est le long travail de l'esprit vers la conscience de lui-même. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette analyse. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions en commentaire. Je vous invite aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.